Bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire proposé cette fois-ci par Laris et France Biotech. Je suis Olivier Chavanon, directeur général de France Biotech. C'est un webinaire donc sur les organoïdes, l'innovation au service de la recherche biomédicale que nous réalisons donc en partenariat avec le GDR Organoïdes. Donc les organoïdes, vous savez que ce sont des reproductions miniatures d'organes cultivés in vitro qui ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine de la recherche biomédicale. Et donc, l'idée de ce webinaire, c'est de vous proposer à la fois de découvrir comment ces mini-modèles imitent la structure et les fonctions des organes et peuvent contribuer à une meilleure compréhension du développement de ces organes, l'évaluation de l'efficacité des traitements, voire l'amélioration des transplantations de cellules et d'organes. Donc, on va pendant une heure dresser un peu l'état de l'art du domaine qui était évidemment éminemment porteur actuellement. Donc, je le disais, donc un webinaire organisé par France Biotech, donc qui est une association professionnelle pour ceux qui ne le connaissent pas, qui fédère des entrepreneurs de la santé, donc à la fois biotech, medtech et e-santé. Nous comptons à peu près 600 entreprises membres et donc nous organisons un certain nombre d'événements pour animer la filière health tech française. Nous sommes installés ici à Paris Santé Campus, avec également donc Arnaud, qui est délégué adjoint et qui va vous présenter un petit mot sur Laris. Comme France Biotech, on est une association à but non lucratif. Il va regrouper principalement des grands industriels de la santé, pharmaceutique, dispositifs médicaux, santé numérique et diagnostic in vitro. Et notre vocation, c'est principalement d'être une interface entre ces grandes entreprises et la recherche publique française. Donc, ce webinaire fait partie des initiatives qu'on peut mettre en place pour justement favoriser cette compréhension, cette connaissance et cette interaction. Merci Arnaud. Donc, je disais, un webinaire qui est organisé en partenariat avec le GDR Organoïdes, dont font partie l'ensemble de nos intervenants que je vais vous présenter. Donc, on a avec nous Vincent Flachet, qui est chargé de recherche à l'INSERM, rattaché à l'Université de Nantes. Non. C'est Maxime qui est INSERM à Nantes. Absolument. Donc, voilà Maxime. Maxime Mahé, qui fera donc une introduction sur les organoïdes. Ensuite, nous avons Vincent Flachet, donc chargé de recherche à CNRS à l'Université de Strasbourg, qui nous parlera de l'organisation et des actions du GDR Organoïdes, donc Vincent ici présent. Après, nous donnerons la parole à Laurent Poulain, qui est en train de se connecter, qui fera une intervention sur le réseau des plateformes organoïdes et les relations avec les centres de ressources biologiques. Laurent Poulain, qui est directeur de recherche au centre François Baclès de l'Université de Caen. Et puis, Nathalie Vergnol, qui nous parlera de l'intégrateur OBI, Occitanie Biothérapie Bioproduction Intégrator. Et Nathalie, vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, à l'Université donc, de Toulouse. Et puis enfin, pour conclure, nous avons la chance d'avoir Ding-Fong Nguyen, qui est responsable de la veille prospective de l'Agence Innovation Santé. Il nous dira donc quelques mots en conclusion. Voilà. Donc, vous pouvez interagir évidemment avec nos intervenants. Donc, il y a un onglet questions qui est visible, donc via lequel vous pouvez poser donc l'ensemble des questions à nos interlocuteurs et on les relaiera. Donc, sans plus tarder, comme l'heure tourne, parce que l'idée c'est de terminer d'ici une petite heure, donc je passe la parole à Maxime Mahé pour une présentation, donc une introduction sur les organoïdes. Tout à fait. Bonjour à tous. Je vous remercie de nous recevoir. Alors, merci France Biotech et Laris pour nous donner l'opportunité de présenter un petit peu tout le travaux, le champ d'horizon sur les organoïdes. Pendant les prochaines minutes, moi, je vais vous introduire la notion d'organoïde. Quels sont ces objets cellulaires in vitro, comment on peut les utiliser et quelles sont les opportunités et challenges que nous avons à l'utilisation de ces organoïdes. Je laisserai ensuite mes collègues vous expliquer différents aspects de l'utilisation des organoïdes au cours de cette prochaine heure.
Donc, je suis chargé de recherche à l'INSERM, je travaille à Nantes et je suis notamment le directeur de l'infrastructure organoïde pour la région nantaise. Et depuis maintenant 10 ans, je travaille sur ces objets organoïdes pour pouvoir comprendre les maladies digestives dans notre cas et trouver des solutions thérapeutiques pour les traiter. Alors, vous allez me dire, organoïde, quel est ce mot un peu particulier? Donc, vous l'avez peut-être déjà entendu, on assiste aujourd'hui à une révolution des objets tridimensionnels dans le cadre de la modélisation in vitro des pathologies ou des organes. Et ce terme n'est pas si récent que ça, puisqu'on l'a entendu dans les années 80, lorsque des gens commençaient, en utilisant des différents organismes, à créer des petites structures, des petits organes, des semblants d'organes issus de modèles qu'on appelle embryonnaires. Ce terme est un peu tombé en désuétude, mais depuis les années 2010, depuis l'utilisation et la découverte des cellules souches, beaucoup d'équipes en fait ont pu mettre au point et développer des systèmes tridimensionnels, donc ce qu'on appelle aujourd'hui la culture 3D, et notamment les organoïdes qui connaissent un boom depuis les années 2010, notamment avec les travaux préceptes de Hans Clevers. Et aujourd'hui, ce terme organoïde, vous le voyez partout et il vient inonder nos laboratoires puisque ce sont des modèles cellulaires qui vont être beaucoup plus performants que ceux que nous utilisons actuellement. Alors, c'est quoi un organoïde? Alors, un organoïde, ce n'est pas au sens propre du terme un mini-organe, c'est un avatar d'organe. Et on le définit de cette façon. Alors, je m'excuse par avance pour cette définition très longue, mais elle résume quasi dans sa totalité ce qu'est un organoïde. Donc, c'est effectivement un modèle cellulaire, in vitro, que l'on peut générer à partir de cellules souches, qu'elles soient adultes, donc des cellules proviennent résidents d'un organe cible, comme l'intestin par exemple, le poumon ou le foie, ou de cellules souches dites pluripotentes. Vous savez, ce sont les cellules qui sont générées à partir du sang de patient ou de fibroblastes. Ce sont des cellules qui sont reprogrammées et que l'on peut différencier en différents types de cellules d'organes. On peut également utiliser des cellules primaires ou appelées progéniteurs. Ce sont des cellules qui se divisent et toutes ces cellules ont la capacité de s'auto-organiser, donc elles vont pouvoir s'agencer ensemble dans un espace et de s'auto-renouveler de telle façon à former une structure qui est multicellulaire et en particulier une structure tridimensionnelle. C'est vraiment ce qui caractérise cet organoïde. Et enfin, l'intérêt particulier des organoïdes, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est que ces structures tridimensionnelles représentent la microarchitecture de l'organe cible, de l'organe que vous allez modéliser, et également au moins, si pas toutes, les fonctions de l'organe qui nous intéressent. Alors ici, je vous ai mis quelques exemples, notamment de mes confrères ici, sur les différents types d'organoïdes qui peuvent être utilisés. Alors ces exemples ne sont pas exhaustifs. À Nantes, nous faisons notamment des organoïdes intestinaux avec une innervation. Vincent Flachet, à Strasbourg, lui fait des organoïdes de peau qui sont innervés. Laurent Poulain, vous allez le voir, fait des tumoroïdes à partir de cancers de patients, notamment d'ovaires. Et Nathalie Vergnol, à Toulouse, utilise entre autres des organoïdes intestinaux à partir de patients pour étudier des maladies digestives. Vous aurez un petit peu de descriptif de ces modèles peut-être au cours des différentes présentations. Alors voilà pour ce qui en est de la définition de ces organoïdes. Alors comment on les place aujourd'hui dans le continuum de la recherche pour comprendre, pour étudier les différentes pathologies, les différents mécanismes physiologiques ou physiopathologiques. Si on schématise ceci par une pyramide et on va mettre les lignées cellulaires que vous connaissez, vous savez, ces fameuses lignées cellulaires immortalisées, qui généralement sont cultivées en 2 dimensions. C'est vraiment les premiers modèles qui nous ont permis de faire beaucoup de choses, mais qui restent quand même relativement réducteurs lorsqu'on les compare à des modèles de culture de cellules primaires, par exemple, qui sont issus directement des différents organes, ou des systèmes dits plus sophistiqués de culture 2D, on va utiliser ce qu'on appelle des filtres, des transwells par exemple. On est sur des modèles qui fonctionnent, mais qui ne sont pas toujours représentatifs de la physiologie de l'organe. À l'inverse, on a bien sûr les modèles animaux qui nous permettent de faire beaucoup d'études sur différents aspects. Ce sont des modèles complètement intégrés d'un point de vue physiologique, mais on a quand même des limitations, notamment en ce qui concerne leur translabilité au niveau de l'étude des organes humains, par exemple. Et dans ce contexte, on peut placer l'organoïde au milieu de cette pyramide, puisqu'on a un modèle, cette fois-ci cellulaire, beaucoup plus complexe, qui va être beaucoup plus pertinent physiologiquement,
il a plus de cellules, il est multicellulaire et il reproduit de façon plus affine des fonctions de l'organe. Et ce modèle est très intéressant puisqu'il peut être généré directement à partir des cellules du patient, ce qui en fait un modèle humain de choix pour modéliser des pathologies, pour aller étudier l'effet de certaines molécules ou encore développer des molécules dans le cas de contextes pathologiques définis. Alors, où est-ce qu'on peut les placer, ces organoïdes, au travers du continuum culture cellulaire en 2D et les modèles animaux? On est sur vraiment un objet cellulaire, un modèle in vitro qui est beaucoup plus pertinent, si je puis dire, puisque c'est des modèles qu'on va pouvoir conserver, banquer. On va pouvoir réaliser des études, des screenings à plus ou moins haut débit. On est capable de modéliser l'organogénèse, c'est-à-dire la formation de différents organes, mais également modéliser les pathologies de différents patients. Et quand je dis différents patients, c'est on va pouvoir modéliser la pathologie à l'échelle de l'individu, puisqu'un organoïde pourra être généré par individu. Et c'est des modèles, depuis les dizaines d'années d'expérience que nous commençons à avoir sur leur utilisation, qui sont manipulables et qu'on peut utiliser de façon aisée, enfin plus ou moins aisée, dans nos laboratoires. Ils ont bien sûr quelques limitations sur lesquelles nous travaillons toujours et qui seront nécessaires pour exploiter tout le potentiel de ces organoïdes. Bien sûr, ce sont des modèles qui deviennent très intéressants pour limiter l'utilisation des modèles animaux. Ils rentrent parfaitement dans la règle des 3 R. Et c'est des modèles de choix quant à l'étude de l'espèce humaine, notamment, et également pour essayer d'outrepasser l'utilisation des modèles animaux quand cela est possible. Alors, comment on les fait, ces organoïdes? Il y a majoritairement 2 grandes possibilités pour les faire. On peut soit les générer à partir des cellules souches pluripotentes. Donc, ce sont des cellules souches que l'on peut produire à partir de cellules du patient qui sont reprogrammées. Et la particularité de ces cellules, c'est qu'on va pouvoir les différencier. Donc, on va pouvoir leur donner une ligne de conduite pour créer un organe d'intérêt, un organe cible. C'est un exemple très schématique que je vous mets à gauche. On va pouvoir dire à la cellule en la cultivant dans des conditions très particulières, de former un organoïde qui représente le tube digestif, un organoïde d'estomac, ou un organoïde de foie, ou un organoïde de thyroïde, ou un organoïde de poumon, par exemple, ou d'autres organoïdes qui, cette fois-ci, sont plus au niveau cérébraux. On va pouvoir créer des organoïdes cérébraux, on pourra des organoïdes de l'oreille interne, ou également des organoïdes de la rétine. Donc, on a différentes possibilités à partir de ces cellules pour générer différentes catégories d'organoïdes. La liste ici n'est pas exhaustive, il y en a d'autres, comme les organoïdes de peau que je n'ai pas cités ici. L'autre manière de pouvoir également générer des organoïdes, c'est à partir des cellules souches adultes, alors cette fois-ci du tissu résident. Et dans ce contexte, si on se focalise sur l'humain, on va pouvoir aller prélever du tissu, soit au cours d'un examen médical chez le patient, et on va pouvoir aller extraire spécifiquement ces cellules souches du tissu pour, in fine, former l'organe cible, qu'il soit du tube digestif, qu'il soit pancréatique, qu'il soit mammaire, par exemple. Et de cette manière, on va pouvoir générer un ensemble conséquent, un nombre conséquent d'organoïdes qui proviennent de cet organoïde, des réplicas du tissu en fait cible, et on va pouvoir les expandre et les utiliser au laboratoire, soit pour comprendre des mécanismes de pathologie, soit à l'inverse pour tester de nouvelles stratégies. Alors ici, j'ai choisi très vite de vous représenter comment brièvement ça fonctionne en prenant l'intestin comme choix. Ici, à gauche, vous avez le contexte in vivo, donc le tissu du patient, c'est l'intérieur de l'intestin. On va pouvoir prélever une biopsie de l'intérieur de l'intestin. Et ce qu'on a compris depuis ces dizaines d'années, c'est comment en fait on va pouvoir mettre en culture et utiliser les cellules souches contenues dans ce tissu pour faire un organoïde en 3 dimensions qui va reproduire la microstructure de l'épithélium digestif et aussi l'ensemble des types cellulaires qui composent l'intestin natif. C'est un modèle qui devient d'autant plus puissant puisqu'on va pouvoir poser toutes les questions dans un contexte physiologique. C'est un exemple d'un organoïde qu'on peut utiliser au laboratoire. Alors ici, dérivé d'un patient, ce sont des biopsies qui ont été réalisées au niveau du duodénal, qu'on a pu mettre en culture. Et voici des représentations d'avatars d'intestin. On a plusieurs organoïdes à l'échelle individuelle, et ces organoïdes vont pouvoir être utilisés pour différentes applications. Ces applications, alors elles sont nombreuses, suivant l'organe que vous allez utiliser, suivant la source cellulaire d'une part, soit des cellules souches pluripotentes ou des cellules souches adultes, soit
à partir de ces cellules, vous allez pouvoir générer différents types d'organoïdes, différents types d'organes, in fine, qui soient de cerveau, qui soient d'intestin ou de foie, par exemple. Et en utilisant ces organoïdes, vous allez pouvoir les appliquer à vos différentes questions. Alors, que ce soit pour de la découverte de nouvelles molécules, on va pouvoir les utiliser pour le développement de molécules, pour étudier des mécanismes d'infection et des molécules qui peuvent enrayer les mécanismes d'infection. Et c'est un excellent modèle de médecine personnalisée, puisqu'encore une fois, on génère ces organoïdes à partir du patient. Et de ce fait, on a vraiment l'identité, au moins l'identité génétique de ce patient. On pense également à l'utilisation de ces modèles dans le cas de thérapie pour la médecine régénérative, puisque de ce fait, on génère des cellules de patients qui pourraient être utilisées dans un cas de remplacement tissulaire. Une autre façon de voir l'utilisation de ces organoïdes, c'est dans ce concept-là, où on place l'organoïde en centre. Alors, bien sûr, ça devient un modèle de choix dans le cas des interactions avec les microbiotes, par exemple. Bien sûr, de la médecine de précision, un organoïde, un patient, on va pouvoir aller décrypter des mécanismes particuliers aux patients et trouver des solutions thérapeutiques qui seront personnalisées. C'est un excellent moyen aussi de modéliser des pathologies qui ne sont pas peu connues ou difficiles à faire dans des modèles animaux, par exemple. Et c'est un modèle de choix dans ce contexte. Bien sûr, il peut être appliqué dans tout ce qui est pipeline de découverte de drogue ou développement de nouvelles molécules, et puis utilisé aussi dans un contexte de toxicologie. Pour juste résumer dans cette présentation, pour vous donner vraiment les grands concepts, en termes d'opportunités, les organoïdes aujourd'hui sont des modèles donc in vitro qui sont nettement plus intégrés et physiologiquement plus pertinents que les modèles 2D que nous avons connus et qui viennent apporter un complément non négligeable à l'utilisation des modèles animaux. Les organoïdes, encore une fois, peuvent être générés pour chaque individu. On peut penser à la création de cohortes d'organoïdes, de biocollections d'organoïdes, et ce sont des moyens de les utiliser pour aller vers de la médecine personnalisée, trouver des réponses au traitement dédiées aux patients ou également développer des nouvelles molécules. Il représente aussi une excellente opportunité pour la médecine régénérative avec de la thérapie cellulaire, voire de la transplantation. Il reste néanmoins quelques challenges à travailler et le réseau national que Vincent va vous expliquer et qui sera aussi repris par Laurent et Nathalie rencontre des challenges sur lesquels nous travaillons, comme la bioproduction des organoïdes, comment faire beaucoup plus d'organoïdes par exemple, et les analyses à la large échelle, comment mieux étudier ces organoïdes pour avoir des réponses qui sont beaucoup plus importantes. Je m'arrêterai pour ce tour d'horizon un petit peu des organoïdes, vous donner cette grande notion, et je laisserai la parole ensuite pour Vincent sur le GDR organoïde. Merci beaucoup Maxime. Il y avait juste peut-être une ou deux questions avant de passer à Vincent. Arnaud, on a une première question de Charles Cornevin qui demandait pourquoi est-ce que vous mettez les organoïdes comme moins complexes que les modèles animaux. Alors, l'organoïde aujourd'hui, on le travaille en isolation, c'est-à-dire qu'on va avoir un organoïde qui représente un organe. À l'inverse du modèle animal qui est un système intégré, donc où il y a les relations interorganes. Donc on va avoir l'intestin, le foie, et on peut étudier l'animal dans son ensemble. Aujourd'hui, l'organoïde peut être utilisé en isolation pour étudier un organe. Cependant, on a des stratégies aujourd'hui pour pouvoir créer des systèmes qui nous permettent de mettre plusieurs organoïdes en relation pour avoir des communications interorganes qui existent. C'est dans ce contexte que je dis d'un point de vue physiologique, l'organoïde reste quand même moins développé qu'un modèle animal. Et du coup, je pense que ça fait écho à la question de Kevin Carvalho, est-ce que les organoïdes deviennent est-ce que les organoïdes dérivent par rapport aux patients et surtout en particulier par rapport au système immunitaire? Je pense que... Oui, c'est une excellente question, effectivement. Alors, les organoïdes sont une représentation d'une partie de l'organe. D'accord. Donc, alors, en termes de dérivation, ça dépend. Qu'est-ce que vous appelez par dérivation? Ils conservent quand même l'empreinte et la signature génétique du patient. Bien sûr, sur des cultures long terme, il faut vérifier des dérives de mutations qui peuvent s'accumuler dans certains types d'organoïdes. Mais globalement, on a vraiment une représentation assez fidèle des types cellulaires que l'on peut retrouver dans certains organes. Ouais. Merci beaucoup, Maxime, pour cette intervention.
Et donc, on va passer au deuxième point de notre ordre du jour avec, je le disais, ce webinaire qui est organisé en partenariat avec le GDR Organoid. Et donc, Vincent Flachet, chargé de recherche CNRS, Université de Strasbourg, sur l'organisation et les actions du GDR Organoid. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Je remercie d'abord les organisateurs pour nous donner cette opportunité de présenter nos travaux du GDR, voilà, que j'ai le plaisir de coordonner depuis sa création. Et donc, je prépare quelques... Ça commence ici. Donc, voilà, donc comme je vous le disais, le GDR a été créé en 2021, à la base étant une structure CNRS, mais qui est vouée à accueillir toutes les tutelles. Ça nous a permis donc, en assez peu de temps, un an ou deux, d'avoir un réseau qui, comme vous le voyez ici, s'est étendu sur toute la France, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et vous pouvez également constater, je ne peux malheureusement pas vous pointer ces images, mais vous pouvez constater qu'on a réuni dans ce réseau une grande variété d'expertise avec des organes explorés qui vont de la prostate au foie en passant par la peau ou le cartilage, et qui intègre aussi de la recherche sur certains des challenges dont vous a parlé Maxime, que sont la vascularisation, l'intégration des organoïdes entre eux, l'innervation, l'immunocompétence de ces différents organoïdes. Le GDR est ainsi fait au niveau administratif qu'on ne peut pas directement accueillir comme membre des entreprises, mais évidemment, nos interactions avec le secteur privé est extrêmement important pour nous. Donc, on y a adossé une structure qu'on a appelée le Club des partenaires industriels, auxquels sont associées donc les différentes entreprises que vous pouvez voir ici et qui donc sont quelque part privilégiées pour le suivi de nos différentes actions. Donc le GDR est organisé par un comité de pilotage, donc divisé en différents ateliers. Donc on a les ateliers recherche, valorisation, plateforme, formation, éthique et intégrité. Je vais vous les décrire un petit peu plus après. Et donc l'idée, c'est que les membres que vous voyez ici sont responsables d'un suivi, d'une veille dans ces différents domaines et également sont force de proposition pour des actions du GDR à destination de notre réseau. Une première manière pour nous de soutenir la recherche sur les organoïdes en France, c'est d'organiser et de soutenir différents colloques et congrès. Je vais commencer par l'événement récurrent qui existe donc depuis la création du GDR. Donc les écoles thématiques sont des écoles thématiques qui sont destinées à la formation continue, certaines réflexions autour de la réglementation et de l'éthique des organoïdes. Donc le premier événement a eu lieu à Strasbourg en 2021, à peine sorti de la crise du Covid. On n'a malheureusement pas pu organiser de TP, mais ça a été réglé pour l'édition de cette année, donc qui aura lieu dans quelques jours à Toulouse, et qui nous permettra donc d'avoir vraiment des ateliers de formation extrêmement pointus pour apprendre ou perfectionner les équipes intéressées par ces thématiques. Et je dois préciser avec le soutien de certaines des entreprises de notre réseau d'ailleurs. Donc, il y a un autre événement qu'on a organisé l'année dernière et que nous espérons rééditer probablement en 2024. Ce sont donc les premières rencontres du GDR. Alors, on avait subdivisé cet événement en deux parties. On a un réseau plateforme qui est assez important. Je vais vous en reparler et Laurent vous en reparlera un peu mieux ensuite. Donc, ce réseau de plateforme, cette première journée réservée aux plateformes est donc réservée à vraiment faire en sorte qu'elles se connaissent entre elles, qu'elles fassent voir vraiment quelles sont leurs expertises respectives. Et pour nous, un objectif important, c'est de les emmener vers une labellisation IBISA qui permet donc à ces plateformes d'être
vraiment normé de manière à pouvoir proposer des prestations de services, notamment aux entreprises. Donc la deuxième journée était plus consacrée aux aspects recherche, valorisation, formation, éthique, et donc aux équipes principalement académiques. On a eu la chance d'avoir une magnifique conférence plénière par le professeur Anne Grappin-Botton, et différentes conférences et tables rondes et sessions de posters pour que les équipes se présentent. Soutien au congrès, on est évidemment, comme Maxime vous l'a dit, on est assez lié aux équipes qui font à l'origine des cellules souches, parce qu'elles sont la base de nombreux organoïdes. Et donc, on s'est associé à 2 congrès de la française pour la recherche sur les cellules souches. On a également eu un événement organisé par notre atelier valorisation pour réfléchir et montrer l'innovation en termes d'organes surplus, donc organes vascularisés ou interconnectés. C'est également le but de la conférence Eurox que nous avons soutenue à Grenoble. Et pour la Société for Biomaterials, nous avons organisé un symposium spécifiquement dédié aux applications organoïdes dans un congrès qui, comme son nom l'indique, est dédié à la création de biomatériaux qui peuvent être utilisés pour créer les modèles qui nous intéressent. Donc, depuis à peu près 1 an maintenant, on a un webinaire qui tourne, qui associe donc des membres du comité de pilotage avec des jeunes doctorants et post-doctorants au réseau. Et donc, le but, ce sont des visioconférences qui sont ouvertes aux membres du GDR, aux membres du club du partenaire industriel, et pendant lesquelles on a 1 ou 2 interventions de conférenciers. Et on a eu jusqu'à ce jour 7 webinaires et qui réunissent 70, 80, voire plus de 100 personnes à chaque édition. Donc pour les actions de structuration générées par le GDR, donc la première, et je vous en parlerai que très brièvement, donc ce sont le recensement et la structuration d'un réseau de plateformes en France. Donc, ces différents sites ont été identifiés. Un certain nombre sont déjà labellisés par Ibiza et donc d'autres sont pour, on l'espère, le devenir prochainement. Et donc, je sépare peut-être un petit peu artificiellement, mais donc on a quand même des plateformes plutôt de production d'organoïdes dont les prestations de services consistent à créer et faire des prestations basées sur ces organoïdes. Et d'autres plateformes qui sont plus pour la production, l'analyse, l'encapsulation de ces organoïdes, qui sont également très importantes pour la production et pour l'analyse de ces modèles. Laurent vous parlera également du réseau Ribon, donc qui consiste en un catalogue virtuel des organoïdes stockés dans les centres de ressources biologiques. Donc, ce sont des centres associés aux hôpitaux, dans lesquels beaucoup d'organoïdes sont générés par des plateformes, notamment, sont stockés. Et le but, c'est vraiment d'avoir une visibilité sur ce catalogue au niveau national. Et donc, on a un groupe pilote qui a été créé, un site web qui est en construction et petite erreur là. Donc, ce projet de base de données a été lauréat de FC3R. Donc, c'est un réseau français de soutien, comme son nom l'indique, à la stratégie des 3R. Limitation, alimentation animale, et donc ils ont été tout à fait enthousiastes de l'initiative qui va dans le même sens qu'eux. Un certain nombre de personnes du comité de pilotage qui travaillent dans un projet européen au niveau qui s'appelle Hybrida et dont le but est vraiment de réfléchir à une éthique autour des organoïdes et à un cadre réglementaire. Et donc, ce réseau travaille sur des objets permettant d'établir une bonne confiance d'abord entre chercheurs et évaluateurs, mais également entre chercheurs et les institutions, la société. Nous avons donc eu également en 2019-2020, donc même avant que le GDR commence, l'initiative du groupe de travail sur les organoïdes d'Avicent, établi un concours qui s'est poursuivi en 2021. Après, le Covid ne nous a pas beaucoup aidé à poursuivre vraiment cette initiative.
Mais donc, c'est un concours étudiant. Donc, c'est des équipes d'étudiants de différentes universités pour les Bac+2 à Bac+5, on va dire, qui donc proposent des innovations sur les organoïdes. C'était vraiment une belle émulation qui s'est produite pour les premières éditions. On n'a pas pu malheureusement en organiser depuis 2021, mais si certains d'entre vous sont intéressés, impliqués dans les enseignements, par exemple, vous pouvez prendre contact avec nous et on pourrait envisager ce concours. Au niveau communication, donc on essaye de suivre donc tout ce qui concerne les organoïdes dans les médias grand public, mais également de proposer aussi des experts, par exemple pour les journalistes qui sont à la recherche d'intervenants pour leurs articles. On a des publications qui sont plus orientées vers un public scientifique que le journal Médecine Science. On a plusieurs articles qui sont sortis. On essaie également, par ailleurs, de diffuser des offres d'emploi, annonces de congrès pour faire vivre un petit peu la communauté sur cette thématique de recherche. Et voilà, j'en ai terminé avec cette présentation. Et donc, je vous encourage, si vous avez besoin de plus de renseignements, à nous contacter à l'adresse indiquée ici. Nous avons également un site internet, un fil, non pas Twitter, mais X. J'ai vu que ça avait été corrigé sur la première diapo. Donc, et également sur LinkedIn. Et voilà, donc nos adresses de contact si vous souhaitez engager la discussion avec nous et nous rejoindre. Merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Il y avait deux questions pour vous. La première, c'est si on a une start-up, quelles sont les conditions pour être éligible au groupe des industriels partenaires? Et la deuxième? Ouais, c'est très simple. On a une petite convention qu'il vous faudra simplement signer. Donc, vous pouvez simplement nous contacter. On vous enverra cette convention. Et en général, on n'a pas vraiment de demande de modification. C'est assez bateau, entre guillemets. Et ensuite, voilà, vous serez directement associé. Il n'y a pas d'autres conditions. Il n'y a pas de rien à payer pour l'adhésion. Voilà, c'est très simple. C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Okay. Et la deuxième question, c'est gratuit. Voilà. Existe-t-il un réseau dans le domaine vétérinaire? Alors, on n'a pas séparé vraiment les organoïdes humains et des organoïdes animaux. Il y a un grand nombre d'équipes. J'ai simplement cité les organes, mais effectivement, il y a différents organismes qui sont représentés. Voilà, ça peut être des animaux de rente, par exemple. Enfin, il y a l'INRAE, qui est un certain nombre de structures de l'INRAE qui font partie du réseau. Donc, ça exclut absolument pas donc, des organoïdes à visée vétérinaire, la recherche à visée vétérinaire. Et après, on a deux autres questions qui sont plutôt dans le chat. Comme ça nous permet d'avancer. Je vous laisserai y répondre. Oui, je pense que de toute façon, j'en vois une à propos des CRB qui sera très probablement répondue par Laurent. OK. Les formations e-learning, pas encore. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Donc, le point suivant, et merci pour ce point. Oui. Le point suivant, donc, est-ce que Laurent nous entend? Donc, c'est Laurent Poulain qui va nous présenter le réseau des plateformes organoïdes et relations avec les centres de ressources biologiques. Et Laurent Poulain est directeur de recherche au centre François Baclès de l'Université de Caen. Laurent? Alors, ouais. Est-ce que vous nous entendez, Laurent? Pardon, j'ai coupé mon micro. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, merci beaucoup pour également cette invitation. Donc, moi, je ne vais pas vous parler beaucoup de sciences non plus tout de suite. Là, je vais plutôt aborder les aspects organisationnels et comment est-ce que le GDR a été l'élément de structuration, notamment des sites de production et de stockage des organoïdes en France. Donc, je vais vous présenter le réseau RIBON, qui est le réseau national de plateformes de production et de biobanques d'organoïdes, dont je suis le co-responsable avec Bruno Clément et Bertrand Pin, et qui a été monté progressivement au cours de la vie du GDR pour aboutir aujourd'hui à quelque chose qui commence à prendre forme.
excusez-moi, il faut juste que je prenne le coup pour le changement de diapo. Donc, au sein du GDR, donc Vincent vous l'a détaillé, il y a un certain nombre d'ateliers, dont l'atelier plateforme, qui a progressivement identifié des plateformes de production, puis également des CRB qui pouvaient être associés à ces plateformes, les CRB pour centres de ressources biologiques, qui sont des CRB qui en général sont attachés au CHU et au CLCC dans les hôpitaux en France, et qui sont vraiment des structures dédiées et certifiées dans une démarche qualité pour le stockage et la conservation en fait, des échantillons biologiques de toute nature, hein, qu'ils soient effectivement congelés ou autres, et en l'occurrence qui ont un savoir-faire sur lequel les plateformes se sont accrochées pour aller stocker en fait, dans ces CRB les modèles qui sont produits sur les plateformes de façon à avoir une garantie de conservation dans les normes aujourd'hui de ce qu'elles doivent être. Pardon. Donc, ce réseau, il compte aujourd'hui 13 plateformes de production d'organoïdes identifiées sur 9 sites différents, avec donc le GDR qui a pour objectif d'identifier ces plateformes, d'augmenter leur visibilité, d'accompagner les équipes de recherche qui souhaitent distribuer ces modèles originaux et d'harmoniser autant que faire se peut les pratiques en matière de production, mais également en matière organisationnelle, en matière de qualité, en matière réglementaire. Alors les plateformes, donc Vincent vous l'a détaillé, elles s'adressent également à une grande variété en fait, d'organes, alors d'organes humains et également animaux. Hein. On l'a bien d'emblée vraiment dans le GDR souhaité donc vraiment conserver cette multiplicité d'approches, qu'elles soient humaines ou animales, qu'elles soient normales ou pathologiques, et dans les pathologies, qu'elles soient des pathologies diverses ou des pathologies cancéreuses. On a également des plateformes qui ne sont pas en fait, les plateformes du réseau Ribon, mais qui accompagnent le réseau Ribon, qui sont des plateformes qui vont avoir des procédés d'analyse, des dispositifs qui vont faire de la microfluidique, un certain nombre de choses qui vont accompagner et permettre l'analyse des organoïdes en aval de leur production dans les plateformes de production. Donc ce réseau et ces plateformes donc des services qui sont différents, qui vont dépendre de la plateforme concernée et qui peuvent aller de l'accompagnement au montage des protocoles et circuits cliniques. Donc là, on a vraiment un accompagnement à la demande. Ça peut venir effectivement d'un industriel ou bien sûr d'une équipe académique qui va venir avec un projet et que les plateformes vont accompagner jusqu'à la mise en œuvre de la production. Elles vont ensuite produire ces modèles, normaux pathologiques, humains ou animaux. Elles vont également réaliser des traitements et des analyses fonctionnelles de façon très importante. Et chacune a ses propres spécificités. Elles vont faire du criblage. Alors, pas toutes, mais pour certaines. Donc, quand nous, on est ici en mode automatisé, on est une plateforme vraiment qui va vers le haut débit. Et il y en a d'autres en France. Je pense que Nathalie va vous en dire un petit mot également, avec des plateformes qui vont également faire de l'imagerie à haut débit, donc faire des méthodes analytiques de criblage à haut débit de fonctionnalités qui seront souhaitées par les demandeurs. Il y a des plateformes également qui font des modifications génétiques en fait, de ces modèles, de façon à pouvoir créer, en fait, modéliser des maladies ou éventuellement regarder l'impact de certaines de ces mutations en, fait, en termes mécanistiques. Il y a toute une caractérisation moléculaire qui souvent est faite avec des plateformes support, mais qui peut aussi être fait par certaines de ces plateformes-là. Et puis, un élément important qui est la formation, le conseil et l'assistance. Toutes les plateformes, qui sont notamment les plateformes d'IBISA, ont pour mission de diffuser leur savoir-faire et d'accompagner les académiques ou les industriels dans la mise en œuvre, dans leur propre structure de méthodologie de production et d'analyse des organoïdes. Donc, vous avez des flyers des plateformes qui seront donc sur le site du GDR, mais que j'ai également mis dans la présentation qui sont à votre disposition. Hein. Et puis, bien sûr, sur le site web du GDR, où vous aurez également tous ces flyers dans un temps assez court, je pense, qui seront disponibles. Donc aujourd'hui, on a des équipes de recherche et des plateformes du GDR qui produisent et conservent des organismes normaux pathologiques. On a un vrai savoir-faire expérimental et analytique nécessaire à leur caractérisation. Donc là, on a vraiment des savoir-faire qui sont pour certains uniques dans différentes unités de recherche, mais également dans différentes plateformes. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de catalogue qui permet d'identifier tout ça et de connaître la disponibilité de ces modèles et encore moins de savoir comment on peut y avoir accès. Donc l'idée du GDR, c'est de dire on va effectivement rassembler toutes nos plateformes, les identifier, les accompagner dans leur démarche de labellisation IBISA, voire de certification, les accompagner également dans leur démarche, si c'est nécessaire, d'identifier un CRB auquel ils peuvent s'associer, qui soit un CRB local, ça c'est vraiment la situation idéale, ou éventuellement un CRB distant, qui sera en mesure de stocker les organoïdes de ces plateformes, et puis de les amener en fait à créer un portail commun qui permettra à tout un chacun d'identifier les modèles d'organoïdes qui peuvent être intéressants pour eux et les moyens d'y accéder.
Donc, comme le disait Vincent, le FG3R a soutenu cette initiative et l'Université Caen Normandie est aujourd'hui en train de créer un portail commun qui sera mis ouvert à la disposition de la communauté, je pense, en début 2024, dans le cadre de l'AIP, Initiative collective et réseau de partage. Donc, aujourd'hui, on a 6 plateformes labellisées Ibiza qui sont à Caen, à Lille, à Marseille, à Nice et à Toulouse. Donc, vous verrez tout à l'heure la plateforme top de Nathalie Vergnol. On a d'autres plateformes de production qui sont en cours de demande de labellisation. Donc, l'objectif, c'est que l'ensemble des plateformes soient labellisées en 2026, donc relativement courte échéance, avec un avancement également dans la démarche de certification, alors qui n'est pas obligatoire, mais qui est importante. Et en tant qu'industriel, je pense que je ne vais pas vous l'apprendre. Et donc, un certain nombre de ces plateformes-là sont déjà engagées donc, dans une démarche qualité, c'est certain, mais également dans une démarche de certification. Et puis d'autres plateformes qui sont des plateformes de support, qui sont également des éléments importants de ce réseau, même si le réseau Ribon ne comprend au sein dessus que les plateformes de production et les CRB qui leur sont associés. Donc le groupe pilote a été formé en 2023 de 6 duos de plateformes et de leurs CRB à Caen, à Rennes, à Nantes, à Toulouse, à Marseille et à Lille, pour permettre de lancer la création de ce réseau, donc permettre d'harmoniser le partage et de partager des pratiques en termes organisationnels, mais également en termes réglementaires, qui est un aspect très important pour les plateformes. Également, des choses qui vont être des facilitateurs sont les réseaux des CRB, des CHU et les réseaux des CRB, des CLCC. Et puis le club 3CR, qui nous accompagne notamment dans le cadre de la journée aspect réglementaire qu'on va mettre en place pour décembre 2023 et qui va mettre autour de la table toutes les plateformes, tous les CRB juristes et DPO associés de France qui sont intéressés par cela pour essayer d'harmoniser nos pratiques et d'essayer d'apporter des réponses à beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui dans le cadre de cette production d'organoïdes et de stockage et d'utilisation, et qui n'ont pas toujours les mêmes réponses en fonction du site auquel on s'adresse. Et donc là, vraiment, l'idée, c'est d'aller vraiment travailler sur quelque chose de très harmonisé. C'est également l'objet de mettre en place un portail commun et donc de définir un cahier des charges pour, donc finalement, le cahier des charges, c'est l'identification des modèles disponibles, des données associées et des moyens d'y accéder, avec un certain nombre de déclinaisons. Donc, effectivement, quelle est la nature précise des modèles, quelle est la nature des données de caractérisation qui sont disponibles, quel est le lieu de stockage, quelle est la structure de recherche qui est ressource qui est appuyée en fait, sur ce CRB, les expertises et les savoir-faire expérimentaux et analytiques disponibles, puisqu'on sait que dans les plateformes, il y a la notion de production, mais il y a également beaucoup d'autres choses qui sont faites, édition de génome, criblage, irradiation, etc., tout ce que vous pouvez voir ici. Et donc, ça peut également accompagner des projets, des académiques comme des industriels. Et puis les informations de contact du CRB et éventuellement de la structure de production. Hein. Ça, c'est vraiment l'essentiel, c'est qu'ensuite, les gens puissent vraiment se mettre directement en relation de façon à pouvoir établir un mode collaboratif. On va également vérifier l'inscription du modèle dans le cadre réglementaire et éthique adéquat, qui est garanti par le déposant et le CRB partenaire, ça c'est clair. Donc le réseau n'est pas responsable de tout ça, mais va vérifier que ça a bien été fait. Et puis le cas échéant, les données cliniques associées auxquelles il est possible d'accéder, ça c'est extrêmement important de pouvoir au moins décrire de façon extrêmement succincte le fait qu'on ait des données cliniques qui vont permettre de travailler dans le cadre, par exemple, d'essais cliniques ex vivo ou d'autres types d'études rétrospectives. Donc, les modalités de fonctionnement que nous proposons aujourd'hui, c'est la production de modèles par les plateformes, qui sont ensuite introduits dans les CRB et proposés à l'inclusion pour la base de données Ribon. Le copil valide et dépose sur le portail, puis les utilisateurs émettent leurs requêtes. Si l'information et les contacts requis sont identifiés, eh bien, le demandeur vient directement auprès du CRB demander en fait les informations et voir si on peut établir une collaboration. Puis ensuite, la collaboration, le CRB propose une prestation, une collaboration en relation avec la plateforme. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, dans ce cas-là, on va revenir vers le copil qui pourra proposer une solution alternative ou orientée vers un contact potentiellement hors de Ribon, notamment des unités de recherche qui produisent des organoïdes et qui peuvent être mises en relation avec les demandeurs industriels ou académiques. Donc voilà, j'en ai fini pour cette présentation extrêmement succincte et très, très organisationnelle. Excusez-moi pour ce caractère un peu pratique. Tout ça pour vous dire que vous pouvez revenir vers les responsables du réseau, également vers le directeur du GDR ou vers directement les plateformes dont vous aurez les flyers que j'ai mis dans la présentation ici. Donc, je ne vais pas vous les détailler. Attention, toutes ne sont pas présentes, mais bon, voilà, il y a au moins ces contacts-là. Vous savez, éventuellement après, revenez vers nous pour qu'on vous oriente vers des plateformes qui n'ont pas le flyer si ça vous intéresse. Et puis, donc, vous avez à chaque fois le flyer avec les services proposés, les équipements, éventuellement les éléments de contact donc sur toutes ces plateformes que je ne détaille pas ici,
et que je laisse dans la présentation à votre disposition. Merci beaucoup. Merci Laurent pour cette présentation très claire. 3 questions pour vous. Alors, je ne l'ai pas vu. Alors, on va vous les poser. Ah, très bien. On en a une première sur les conditions juridiques de constitution d'une biobanque de cellules de patients. Alors ça, c'est compliqué, hein. C'est justement ce qui fait l'aspect des discussions autour de tout ça. Bon, mais les choses sont quand même assez claires. D'abord, il faut le consentement. Pour avoir le consentement, il faut avoir mis un protocole clairement en route, donc l'avoir sous le CPP, avoir son agrément, l'avoir déposé à la NSM, devoir faire ensuite une déclaration Codeco qui permet de déclarer la collection qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Ensuite, on vient vers le patient avec une demande de consentement. Le consentement est donné. On peut recueillir l'échantillon et là, on peut travailler avec. Et puis ensuite, il y a tous les aspects de cession. Éventuellement, donc, à des partenaires académiques ou industriels, il faut que ce soit mentionné, notamment soit en consentement, soit dans la note d'information qui l'accompagne, et donc également à l'étranger. Donc, il faut que le patient dise s'il est OK pour donner ces organoïdes à l'étranger. Donc, également, ensuite, toutes les autorisations de cession qui doivent être faites de toute façon. Même si le patient a donné son autorisation, il faut qu'on ait une autorisation de cession qui soit donnée, en plus de simplement la déclaration initiale. Donc, c'est compliqué, mais ça se fait bien. Voilà. Ensuite, on avait une question que vous avez en partie répondu sur l'intégration de plateformes de screening, mais peut-être que vous pouvez détailler un petit peu plus. Alors, donc, toutes les plateformes ne font pas CRIB. Et on a perdu Laurent. C'est pas grave, on reviendra. De toute façon, il y a beaucoup de questions. On transmettra toutes les questions aux différents intervenants. On va passer, comme leur tourne, à Nathalie. Nathalie Vergnol, directrice de recherche INSERM à l'Université de Toulouse, pour une présentation de l'intégrateur Occitanie Biothérapie Bioproduction Intégrator. Bonjour Nathalie. Bonjour. Oui, voilà. Moi, je vais vous parler effectivement d'un intégrateur focalisé sur les organoïdes. Mais pour vous y amener, en fait, je souhaitais vous expliquer un petit peu comment on est arrivé à cet intégrateur et de quoi on part. On part en fait, en ce qui nous concerne, d'une plateforme organoïde. Laurent l'a cité tout à l'heure, la Toulouse Organoïde Plateforme, qui est labellisée IBISA, etc., mais qui s'appuie sur une unité mixte de recherche multitutelle, INSERM, INRAE, ENVT et Université de Toulouse. Donc, cette plateforme, elle a des ressources en personnel statutaire permanent, avec 3 IE au sein de la plateforme. Elle a des banques d'organoïdes, hein, Laurent en a parlé, ça a été évoqué. Donc, ce sont des banques constituées d'organoïdes intestinaux humains, sains et pathologiques, du côlon, du grêle. Quand je parle de pathologie, c'est du cancer, c'est des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la mucoviscidose, mais également accès à d'autres banques d'organoïdes de vessie, de trompes, d'épididymes humaines, tout ça, puisque ce sont des cultures qu'on a mis au point au sein de la plateforme. Et puis, sur cette plateforme, donc, des équipements dédiés à la production d'organoïdes, un suivi en imagerie en 3 dimensions, suivi à haut débit, et qui s'appuie également sur une structure locale qui est Genotool pour toutes les approches omiques qu'on peut imaginer faire à partir des cultures d'organoïdes. Donc ça, c'est la plateforme qui existe à Toulouse et qui se focalise quand même grandement sur les organoïdes intestinaux, mais pas que. Qu'est-ce qui s'y fait au sein d'une plateforme, pour vous donner les choses un petit peu concrètes, les plateformes, et la nôtre en particulier, elles forment les gens à la culture d'organoïdes et à l'acquisition d'images à haut débit. La plateforme fait des prestations industrielles et académiques sur la culture d'organoïdes humains, sains et pathologiques. Elle fait également des prestations sur la constitution et l'entretien de biobanques. Et puis enfin, elle réalise des projets en collaboration, des projets de R&D qui peuvent être divers et variés. Ça va de la mise au point de protocoles au développement de nouveaux modèles, y compris dans d'autres espèces. Il nous est arrivé de mettre au point la culture d'organoïdes chez le lapin, chez le poulet, également d'autres animaux de rente. Et la mise en forme également donc, de protocoles. Des exemples concrets de contrats industriels réalisés par notre plateforme.
il nous est arrivé donc de faire des tests d'efficacité thérapeutique d'une molécule en développement pour la réparation tissulaire dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin type maladie de Crohn. Ici, c'est une POC qu'on a faite donc dans des tissus humains pathologiques, puisqu'on sait que dans cette pathologie, la culture organoïde maintient le phénotype inflammatoire, et donc on peut aller tester des molécules dans ce sens-là. Un autre exemple, donc des tests toxicologiques d'une molécule en développement, soit sur des organoïdes intestinaux, soit sur des organoïdes hépatiques humains. Mise au point, donc, autre exemple de culture d'organoïdes de vessie humaine, saine et cancéreuse. On a fait cette mise au point pour une CRO qui aujourd'hui affiche ce modèle à son catalogue et donc fait du business avec ce modèle-là. Mise au point de modèles de relations interorganes pour faire des tests d'actifs. Ça, c'est des choses qu'on est en train de faire avec une grande pharma. Et également des tests d'absorption de différentes solutions galéniques. Et là, particulièrement, les organoïdes intestinaux sont intéressants de ce point de vue-là. Donc, vous voyez des possibilités multiples. À partir de ces possibilités multiples, en fait, ça nous a aussi amené à réfléchir en Occitanie quelles étaient les forces dans ce domaine-là, et pour se rendre compte qu'en fait, on a quand même en Occitanie pas mal de forces dans le domaine des organoïdes. Alors, à Toulouse, avec la plateforme dont je viens de parler, qui fait des organoïdes à partir de cellules souches adultes, qui fait du biobanking, mais également à partir de cellules souches mésenchymateurs dans une autre UMR qui s'appelle Restore, et puis des partenariats forts avec des unités d'ingénierie, le LAS, les approches numériques avec Anity, et puis à Montpellier, qui est l'autre pôle d'Occitanie. Ça a été aussi évoqué par Laurent. On a en fait un réseau de laboratoires qui s'est organisé en plateforme organoïde, et qui travaille aussi beaucoup sur les cellules souches induites, qui s'appuie sur un GESTEM comme source en fait de cellules souches. Et tout ça s'appuie également sur une filière biothérapie qui existe donc en Occitanie et qui donne aussi du sens et qui appuie tout ça. Et donc, fort de cette analyse, eh bien, on est arrivé avec cette proposition auprès donc, de cet AAP, intégrateur biothérapie bioproduction, et un projet donc porté par Louis Castella à Toulouse et Daniel Noël à Montpellier. Ce projet qui s'appelle Occitanie Biothérapie Bioproduction Integrator, donc OBI, qui est un intégrateur qui se propose donc d'accompagner les industriels sur la production d'organoïdes. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est un intégrateur? Un intégrateur, c'est un objet donc, qui est au service des industriels et qui, dans cet appel d'offres, est dédié à la bioproduction et aux biothérapies comme priorité nationale. Le but étant de répondre aux besoins industriels dans des programmes de R&D collaboratifs, la propriété intellectuelle restant entièrement, en fait, propriété des industriels. Et ces intégrateurs, c'est une espèce de hub pour connecter l'excellence académique donc aux besoins industriels. Alors, le champ de cet intégrateur, qui est donc basé en Occitanie, le champ, ce sont les ATMP, présents et futurs, les applications précliniques, mais également cliniques, les biotests industrialisés, la médecine de précision et la médecine personnalisée, soit avec des organoïdes, de production d'organoïdes issus de tissus, c'est ce que vous a présenté en introduction Maxime, soit à partir d'IPS. Et donc, cet intégrateur est focalisé sur la production d'organoïdes, mais également de vésicules extracellulaires. Alors, je ne vais pas en parler parce que ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Je parlerai ici juste de la production d'organoïdes. Le tout avec un contrôle qualité sur ces productions qui est à la fois in vivo et in vitro. Donc, quel type de service pour les industriels? Eh bien, c'est développer ces modèles, produire ces organoïdes pour
dans des tests instrumentés pour faire du drug screening, pour faire participer au développement d'ATMP, faire de la médecine de précision, qui peut s'appliquer en fait à pas mal de choses, hein, des tests prédictifs, mais aussi des systèmes de delivery, et également participer à des projets de recherche de biomarqueurs, diagnostics, pronostics. Donc ici, vous avez résumé en fait le type d'actions qui peuvent se mettre en place donc, au sein de l'intégrateur pour optimiser des procédés, pour faire du biobanking par exemple, pour faire du contrôle qualité, etc. Donc voilà, pour résumer, cet intégrateur OBI, il s'appuie en fait sur deux gros centres, Toulouse, Montpellier, et les expertises qui sont présentes dans ces deux centres avec leurs plateformes respectives. Et en s'appuyant sur ces plateformes, l'idée c'est de mettre ces plateformes au service donc de prestations, de collaboration avec les industriels, pour produire des organoïdes, pour les biobanquer, donner accès aux biobanques, pour tester des actifs et pour, dans le futur, évidemment, développer ces nouvelles notions, hein, ces notions d'essais cliniques in vitro. Donc voilà l'objet OBI qui se met en place depuis cette année et qui est là, encore une fois, pour répondre aux demandes des industriels. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation. Ce qu'on vous propose peut-être, c'est juste avant de conclure avec nos amis de l'AIS, d'ouvrir une séance de questions, puisqu'il y a quelques questions qui sont arrivées dans le chat ou sur l'onglet questions. Donc on en a une qui concerne le nombre de médicaments que vous pouvez tester, enfin de principes que vous pouvez tester en screening. Le nombre de médicaments à la fois qu'on peut tester. Ouais. Alors, bon, on fait des cultures d'organoïdes en masse et haut débit. Hein. On fait des cultures en plaque 96 puits. Donc, ça nous permet de tester quand même pas mal de choses en même temps. C'est clairement pas des milliers et des millions de molécules à la fois. Hein. Le screening se fait en amont dans d'autres systèmes, mais on peut tester jusqu'à entre 10 et 100 molécules relativement facilement. Merci. Et après, on a une question qui est peut-être plus générale. Est-ce que le GDR a mis en place un formulaire de recherche d'échantillons comme ça existe pour les infrastructures de biobanque? Je suppose qu'elle est pour toi, Vincent, cette question. Oui, par contre, je l'ai pas bien entendu. Ça a été un petit peu coupé. Est-ce que le GDR a mis en place un formulaire de recherche d'échantillons comme cela existait pour l'infrastructure biobanque? Formulaire de recherche d'échantillons, je pense que ça va être une des fonctionnalités du site. Je pense que c'est Laurent qui peut répondre. Tout à fait, hein, c'est l'objet de Ribon. Donc Ribon crée une interface qui sera une interface web accessible à tout le monde, sur lesquels sont identifiables les modèles et les moyens d'y accéder. Donc là, vraiment, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de donner la vision de ce qui existe comme modèle et comment est-ce qu'on peut y accéder. Alors pour l'instant, ça ne concernera que les plateformes. Les modèles qui sont hors de ces plateformes, notamment sur les unités de recherche, ne seront pas visibles. Mais par contre, lorsqu'on demandera un modèle qui n'est pas dans les plateformes, nous, on sera réorienté avec le GDR sur les unités concernées. Sur Ribon, justement, il y avait une question aussi. Est-ce que Ribon est en lien avec des réseaux européens soutenus par la Commission européenne, notamment pour la standardisation? Pas encore. Là, on est vraiment à la naissance du réseau. Hein. Donc, l'idée, c'est de mettre les pieds l'un devant l'autre. Donc, on va déjà bien consolider notre réseau avant de l'ouvrir et d'aller vers d'autres structures. Et après, on a deux questions qui concernent la durée de traitement sur les organoïdes. Des tests qui sont réalisés? Alors, ça dépend des organoïdes. Hein. Il y en a qui poussent plus ou moins vite. Sur les organoïdes intestinaux, ils poussent relativement vite. Et après, pendant combien de temps on peut imaginer des traitements?
ça va de quelques secondes si on fait du signal calcique derrière, par exemple, à plusieurs jours de traitement. Tout dépend de la question biologique qui est posée. Et du mécanisme d'action de la drogue concernée. Puisqu'on peut aller jusqu'à 14 jours sans problème, en fait. Ok. Merci. Donc, on vous adressera donc toutes les questions qui ont été posées là pendant ce webinaire. Voilà, on y répondra après cette séquence. On voit que le sujet est éminemment riche et dense et qu'évidemment 1 heure ne suffit pas. On voit qu'il suscite beaucoup d'intérêt puisqu'on a eu plus de 200 inscrits à ce webinaire. Et donc, il y aura assurément une autre séquence sur le sujet très prochainement. Pour conclure, on souhaitait donner la parole à Dinfong Nguyen au titre de l'agence Innovation Santé. Et Dinfong, vous êtes responsable de la veille prospective. On vous laisse conclure cette séquence. Vous êtes sur mute. Voilà. Écoutez, oui, merci beaucoup de me laisser l'honneur de conclure ça. Alors, nous, c'était surtout pour signifier vraiment notre grand intérêt dans la filière à plusieurs égards, notamment effectivement via notre mission un peu à l'AIS, donc de suivi, de pilotage des financements côté France 2030 et notamment via notre stratégie d'accélération de production de médicaments qui a été mentionnée plusieurs fois ici, mais surtout aussi sur notre activité prospective. Et on va notamment lancer des travaux sur les organes surplus et organoïdes surplus, et plus largement aussi, du coup, on va beaucoup s'intéresser aux organoïdes, sur en fait ce que ça va représenter pour la suite, notamment en termes d'usage. Et c'est aussi intéressant pour nous à titre de compétitivité sur la scène internationale. On a aussi tout un pan souveraineté et on va dire soutien des efforts d'initiative qu'on a en France, en Europe, sur ce sujet-là. Donc voilà, merci beaucoup. Effectivement, comme disait Olivier, moi je suis très agréablement surpris aussi par le nombre de personnes qu'il y avait aujourd'hui, donc c'est chouette de voir que c'est un sujet qui suscite autant d'émulation. Votre micro est coupé, Olivier. Bon, je disais merci. Maxime, Nathalie, Dinfong, Vincent, Laurent, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. J'ai oublié peut-être si vous aviez un point important à mentionner ou un prochain événement peut-être organisé par le GDR. Pas spécialement. Alors malheureusement, donc si les thématiques vous intéressaient, elle est close, donc elle commence la semaine prochaine, donc vous ne pouvez malheureusement pas vous y joindre. Mais si vous nous rejoignez, vous serez au courant de la prochaine. Et je vous encourage donc à suivre nos actions de plus près si vous le souhaitez. Par exemple, vendredi, il y a un webinaire qui s'annonce très intéressant. Donc, Parfait. Eh ben, en ce qui me concerne, je peux vous parler des Biotherapy Days qui vont avoir lieu à Toulouse les 23 et 24 novembre et qui parleront notamment d'organoïdes. Parfait, c'est noté. Prochain webinaire de France Biotech, ce sera la semaine prochaine sur un tout autre sujet, jeudi 12 octobre à 10h sur un webinaire sur le PLFSS 2024 et les enjeux et impacts pour les sociétés HealthTech. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Et puis, autre événement commun organisé entre France Biotech et l'ARIS et le LEM et BPI et l'INSERM, c'est hybride, qui est un événement entre la convention d'affaires et la convention scientifique qui a pour objectif de réunir et des académiques et des industriels et PME dans le domaine pour la prochaine édition des thérapies géniques et cellulaires, le 8 et 9 février prochain, et les préinscriptions sont ouvertes. Absolument. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus de renseignements sur ces différents événements. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Et donc, le replay de ce webinaire sera partagé à tous les inscrits. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.